Quand un jeune, un mineur, se retrouve face à la justice, eh bien, tout est différent. Qu'il soit victime, en danger, ou même l'auteur d'une infraction, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes que pour les adultes. Le vocabulaire change, les objectifs aussi, c'est vraiment un monde à part. Alors on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui rend cette justice si spéciale. Voilà le programme. On va commencer par le texte fondateur des droits de l'enfant. Puis, on verra comment la loi définit exactement un mineur. Ensuite, on attaquera les deux grands piliers du système, la protection d'un côté, la justice de l'autre. Et on terminera sur la philosophie qui anime tout ça. Pour commencer, il faut savoir que tout ce système repose sur un seul et même texte, un accord international super puissant. C'est un peu comme la Constitution mondiale des droits des enfants. C'est une bonne image, non? Pour chercher la définition d'un mot, on prend un dictionnaire. C'est simple. Mais pour les droits d'un enfant, quel est le livre de référence? Ou est-ce que tout est écrit noir sur blanc? Et la réponse, la voici. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant qu'on appelle la CIDE. C'est un texte des Nations Unies qui liste tous les droits fondamentaux de chaque personne de moins de 18 ans. Ce qui est assez fou, c'est que ce texte a été adopté par la quasi-totalité des pays du monde. Il y a une seule exception notable, les États-Unis. Et cette convention, elle est construite sur 4 grands principes. Le premier, pas de discrimination. Tous les enfants sont égaux. Le deuxième, et il est essentiel, l'intérêt de l'enfant doit toujours passer avant tout le reste. Troisièmement, le droit de vivre, tout simplement, et de s'épanouir. Et enfin, le respect de son opinion. Ça veut dire qu'on doit écouter ce qu'un enfant a à dire et en tenir compte. Bon, maintenant qu'on a la base, voyons comment la loi, elle, regarde un mineur. Parce que, en fait, il n'y a pas une seule définition. Il y a plusieurs casquettes, selon la situation. Ce tableau résume très bien les choses. En gros, la justice voit un mineur de 3 manières. D'abord, le mineur protégé. C'est quand son bien-être est menacé. Ensuite, le mineur victime. Bon, là, le nom est assez clair. Et enfin, le mineur en conflit avec la loi, donc celui qui a commis une infraction. Il faut bien garder en tête qu'un même jeune peut parfois cocher plusieurs de ces cases en même temps. Et cette distinction nous amène aux 2 missions principales de la justice des mineurs. D'un côté, on a la protection. De l'autre, l'éducation et la responsabilisation. Ce sont 2 buts bien distincts et donc 2 approches très différentes. Alors, commençons par le premier pilier, la protection. Concrètement, comment ça se passe quand l'État doit intervenir pour s'assurer qu'un enfant est en sécurité? En général, tout part d'un signalement. L'école, un médecin, la famille, quelqu'un s'inquiète. La première étape, c'est presque toujours de proposer une aide à l'amiable. Des services spécialisés vont offrir un soutien à la famille. C'est seulement si cette aide est refusée, ou si elle ne suffit pas, qu'un juge entre en scène pour imposer des mesures. Et ces mesures, elles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être un suivi éducatif à la maison pour aider les parents, mais dans les cas les plus sérieux, ça peut aller jusqu'au placement de l'enfant, dans une famille d'accueil par exemple. Le but, à la fin, est toujours le même, garantir que le jeune puisse grandir dans de bonnes conditions. Passons maintenant au deuxième pilier. C'est celui qui répond à la question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui arrive quand un jeune commet une infraction? Le point central à comprendre, c'est que les mineurs ne sont pas jugés comme des adultes. Ils ont leur propre système. L'idée, ce n'est pas de punir pour punir, mais de les amener à comprendre la portée de leurs gestes. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Oubliez la prison ou les amendes classiques. Le juge pour enfants a toute une boîte à outils de mesures éducatives. Par exemple, pour un ado qui a fait un vol à l'étalage, ça peut être une simple réprimande, un rappel à la loi, très solennel, ou alors un travail d'intérêt général pour réparer son geste. Et bien sûr, dans les situations plus graves, ça peut être un placement dans une structure adaptée. Ce qui est important de voir, c'est que la décision n'est jamais prise par une seule personne dans son coin. C'est un vrai travail d'équipe. Des juges, des avocats, mais aussi des éducateurs, des psys, tout ce monde discute ensemble pour trouver la solution la plus juste et la plus utile pour le jeune. Il y a quand même une grosse exception à tout ça. Ça s'appelle le dessaisissement. Si un mineur de plus de 16 ans commet un acte vraiment très grave, le juge peut décider que les mesures éducatives ne suffisent plus. Et là, il peut renvoyer l'affaire vers un tribunal pour adultes. Mais ça reste très rare. Tout ça nous amène à la question de fond. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé un système judiciaire complètement à part pour les mineurs? C'est quoi l'idée derrière? Cette phrase d'Éric Dupond-Moretti résume tout parfaitement. Pour un mineur, les enjeux sont différents. La priorité absolue, le cœur du réacteur, c'est l'éducation. Parce qu'un jeune, par définition, est encore en pleine construction. Finalement, tout part d'une idée assez simple. Un adolescent n'a pas la même maturité qu'un adulte. Donc, une approche purement punitive ne sert pas à grand-chose. L'objectif, c'est de l'aider à se reconstruire, à comprendre, et surtout, à ne pas recommencer. C'est la prévention qui prime. Et on termine avec cette question qui est loin d'être simple.
Si on ne compte pas le succès en années de prison ou en euros d'amende, alors comment on fait? Comment est-ce qu'on sait si ce système fonctionne? Est-ce qu'on regarde le taux de récidive, le parcours scolaire du jeune, son bien-être des années plus tard? C'est une vraie question, complexe, qui est au cœur de tous les débats.